Alors, 2020, on retrouve la série Far Out, troisième tome qui vient d'arriver sur les étaux des libraires. Et pour en jaser, on a avec nous le scénariste Gauthier Langevin, bonjour. Salut! Et le dessinateur Olivier Carpentier, bonjour. Salut! Alors, je disais de retour, en fait, parce que premier tome, deuxième tome sont arrivés 2014-2015. Il y a eu une longue pause. J'ai l'impression qu'on revient un peu vers dans nos souliers de Far Out. Peut-être la première question, j'imagine, c'est circonstanciel, mais qu'est-ce qui explique un peu cette longue pause-là dans la série? En gros, c'est après Far Out 2, j'ai eu un contrat pour faire une bande dessinée pour Juste pour rire avec Yves Pelletier. Donc, ça l'a pris quand même là, une bonne année et demie. Puis quand j'ai terminé, j'ai embarqué sur le tome 3 de Far Out. Sauf que, à la différence du tome 2, le tome 2, on avait fait une campagne de sociofinancement. Ça me permettait là, de travailler à temps plein. Là, c'était pas le cas. Là. Je travaille là, j'ai un emploi là, 4 jours semaine en jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que la création de l'album a été plus long. Fait que ça, plus l'autre album pour Juste pour rire, ça l'explique là, le long délai qu'il y a eu entre le tome 2 et le tome 3. Et un long délai, des fois, quand on se retrouve un peu à replonger dans une série après 1 an, 2 ans de pause, est-ce que ça devient difficile un peu de replonger, de retrouver le mood, l'esprit qu'on avait insufflé dans les 2 premiers tomes? Ou au contraire, c'est comme renfiler des pantoufles puis... C'était vraiment comme renfiler des pantoufles parce que j'avais vraiment hâte de rembarquer là-dessus. Là, c'est vraiment notre bébé. Puis je trouve ça plus trippant à faire que d'autres projets. Puis j'ai tout le temps continué d'avoir les personnages en tête, de faire des esquisses et tout. Donc non, c'est ça. Ça a été ça s'est fait. Puis tu sais, pendant ce temps-là, il y avait quand même des conventions, des salons du livre. Donc, on continuait de promouvoir l'album, continuait de faire des dédicaces. Donc, j'étais tout le temps en train de dessiner des robots cowboys. Fait que ça n'a pas été dur de me remettre dedans. Là. On travaillait aussi sur l'histoire depuis un bon moment quand même. On avait une avance déjà sur le tome 2, donc on a pu... moi, j'ai commencé à travailler sur le scénario assez rapidement après que le tome 2 soit sorti. Donc, le projet avait à la base été conçu comme une histoire complète, là, un premier arc narratif complet. Donc, je pense pas que ça change trop. C'est sûr que dans le tome 3, on en apprend énormément. On apprend beaucoup plus d'informations que dans le tome 1 et le tome 2, mais c'était voulu comme ça dès le départ pour créer une espèce de cliffhanger. Oui, parce que j'ai l'impression, en fait, quand on arrive au tome 3, on change de protagoniste, dans le fond, essentiellement. Donc, on se retrouve à la fin du tome 2 pour se contextualiser. Pour ceux qui l'ont pas lu, allez le lire, revenez prendre l'entrevue après ça ici et accrochez-nous pour le tome 3. Mais dans le fond, on se retrouvait avec cette humaine qui arrive, donc qui atterrit ou qui apparaît sur la planète Far Out. Et dans le troisième tome, ben là, on la suit. Elle devient le personnage central. Et elle devient la clé un peu pour expliquer justement et contextualiser certains des grains de sable que vous aviez semés dans les 2 premiers tomes. Oui, ça devient le personnage principal qui se rapproche. On est peut-être c'est peut-être un peu plus facile de s'identifier à ce personnage-là, étant donné que c'est un humain, c'est pas un robot. Mais ça, c'est ça, on avait voulu ça dès le départ. J'espère que les gens apprécient. C'est sûr qu'on voit vraiment moins les personnages qu'on a posés dans le tome 1 et le tome 2. Là, on les voit à la fin, là, dans le dernier chapitre à peu près. Mais je pense que c'est pour le mieux que ça ajoute une belle dimension. Oui, c'est ça. Puis quand l'album se conclut, on se ramasse un peu avec une espèce d'équipe dont tous ces personnages-là font partie. Ils finissent ensemble finalement. Puis on peut deviner que les prochaines aventures, ils risquent de les vivre côte à côte là, en partie. Là. Oui, puis ça permet, en fait, j'ai l'impression de faire évoluer le ton de la série, en fait, parce qu'on était démarré beaucoup avec l'esprit des western spaghetti, dans le fond, un hommage un peu à ça, et d'extrapoler avec l'idée d'une culture qui serait bâtie autour du western spaghetti comme élément de référent. Et là, tranquillement, dans le fond, on savait que la série avait une dimension de science-fiction, c'était dans l'a priori, mais là, avec le tome 3, on glisse vraiment vers la science-fiction.
Et là, la question devient de voir un peu comment on va raccorder l'univers de Western Spaghetti à toute la mythologie qui est développée, à tout l'univers qui s'est élargi dans ce tome 3-là aussi. Ça nous permet d'être plus critiques aussi là, par rapport au genre. Donc, elle a quand même une certaine opinion assez tranchée sur l'univers dans lequel elle arrive. Là. Elle trouve que tout ça, c'est pas mal ridicule. Puis, je trouve que ça nous permet de nous identifier à ce personnage-là plus facilement parce qu'elle a un regard critique sur tout ça. Elle voit les tâches aveugles dans le récit, elle voit les choses qui ne fonctionnent pas nécessairement. Mais je trouve que c'est quand même très... Ça fait, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais j'ai l'impression que ça fait quand même très Western Spaghetti d'avoir ce genre de personnage qui est un peu en dehors. On est sur la ligne entre la science-fiction et le western, sans nécessairement réinventer le genre. Mais on va vers... je ne veux pas non plus nous comparer à du Quentin Tarantino, là, mais il y a quand même ce genre de mélange des genres-là qui est présent, puis ce regard critique sur les clichés qui sont propres à ces genres-là aussi. Donc, le personnage de Valentine nous aide à avoir ce regard-là, justement, sur les deux genres. C'est ça, puis tu sais, ça sera pas une transition d'un genre vers l'autre. L'aspect western va toujours rester là, même si on ajoute un peu plus de science-fiction. Tu sais, on veut pas changer le projet. Far Out, ça reste des robots cow-boys sur une planète désertique. On amène des nouveaux éléments. On va jouer dans d'autres trucs, mais tu sais, il n'y a pas une transition d'un western vers un récit de science-fiction. Tu sais, ça va rester le mélange des deux. Oui, puis c'est vrai que de toute façon, je disais, il y a un glissement vers la science-fiction, mais comme le disait Gauthier, on garde des éléments western qui sont très présents, puis on intègre d'autres incontournables du genre. Par exemple, en fait, on intègre le chamanisme là-dedans. Donc, ces espèces d'idées-là, les étendues, les décors, les chevaux. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui sont très présents. Et j'imagine que ça reste un peu dans l'a priori. Dans le fond, on est dans une construction de monde. Donc, comment construire à partir de ça? Et pour vous, comment l'élargir au-delà du village de robots qui avait été introduit dans le premier? Donc, on ajoute des extraterrestres. Après ça, on ajoute des gens extérieurs à cet univers-là. Donc, comment réussir à garder cette cohésion-là? Puis, à garder cette ligne-là que vous êtes donnée aussi au départ. Donc, j'imagine que c'est un jeu de construction de monde d'abord et avant tout. Oui, c'est beaucoup un jeu de world building, là, comme un peu comme si on commençait à travailler sur un jeu vidéo. C'est vrai qu'on aurait pu commencer cette série-là au tome 4, puis faire un chapitre d'explication d'univers, une page en disant voici les éléments que vous avez à savoir, machin. C'est un peu moins intéressant à long terme d'arriver. C'est sûr qu'on aurait pu faire des prequels, mais c'est comme si on avait fait notre prequel avant. On y allait sans hésitation dans cette direction-là. Je pense que autant Olivier et moi, le world building, c'est quelque chose qui nous intéresse. On aime faire ça. Ça a toujours été un projet qu'on voulait faire pour le plaisir. Donc, là-dessus, on n'a vraiment pas boudé notre plaisir, en tout cas. C'est vraiment risqué. Là. On a commencé, le tome 1, là, il ne se passe pas grand-chose. Il y a un robot qui arrive sur une planète, le lecteur il est plongé en même temps que le robot dans cet univers-là que personne ne connaît. Pour les médias, là, comme médiatiquement, là, je ne sais pas pour toi, Raymond, là, mais comme c'est vraiment pas gagnant. Comme on n'explique rien. Mais le premier tome, c'était des ambiances. C'était une ambiance d'abord. Oui, beaucoup des ambiances. Ouais. Et après ça, tranquillement, tu rajoutes des couches, tranquillement, on rajoute de la mythologie. Puis je pense que dès le départ, en fait, on suscite des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette planète-là? Juste l'existence de ça soulève une question, mais pour moi, c'était beaucoup... En fait, c'était un récit hypnotique, le premier tome. Et là, tranquillement, dans le fond, la série, je dirais pas s'enrichit, mais si vous construisez, j'ai l'impression vraiment couche par couche aussi, chaque tome amène un peu des nouvelles données pour éviter justement le syndrome de la page résumée qu'on nous plaque en début d'album, puis qui nécessairement nous nécessite une lecture et une relecture. Autant mieux le vivre puis en profiter un peu avant.
Ben, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, puis Gauthier, une expression qu'il utilisait souvent, c'était on se crée un carré de sable avec ces 3 albums-là, dans lequel, après ça, ben, on peut jouer, on peut faire ce qu'on veut, puis amener l'histoire vraiment où on le désire, que ce soit avec un autre tome, 3 autres tomes, 10 autres tomes. On sait où on s'en va. Le chemin qu'on va prendre pour y aller, ben, on a vraiment beaucoup d'options là, à ce niveau-là. Fait que, on a bien seté notre univers. Puis après ça, ben, les éléments sont en place pour s'amuser encore là, pour un bout. J'imagine qu'en fait, d'un côté, il y a une logique aussi design à ça. Donc, il faut avoir un univers qui est cohérent avec ses règles, ses couches, comme on disait. Mais d'un point de vue visuel, par exemple, s'il y a les robots qui sont là, cow-boys, non cow-boys, ben, les robots ont été créés par le peuple qu'on retrouve au 3e tome. Donc, il faut reconnaître des éléments dans l'architecture, dans l'ambiance, dans les formes, etc. Donc, pour saisir un peu qu'on est dans une logique, dans un tout cohérent aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un défi de construction de forme, d'architecture, de technologie, Ouais. dans le fond du compte. Oui, ben ça joue beaucoup au niveau des logos, au niveau des uniformes. Dans le tome 2, il y a un personnage, Ulysse, la première version, qui a le même uniforme que porte l'humaine qui arrive à la fin du tome. On peut voir sur certains robots des logos qu'on va retrouver chez les humains. Donc, on voulait, tu sais, justement, avec ça, donner l'impression que ça faisait partie d'un tout, que c'était pas 2 univers qui faisaient une espèce de crossover, mais que ça appartenait vraiment tout au même univers. Donc, c'est sûr que l'architecture, un peu moins, parce que, bon, c'est des robots qui reproduisent un village western avec des déchets là, tombés de l'espace. Mais quand on porte attention aux uniformes, quand on porte attention au logo, on voit qu'il y a quelque chose qui rattache tout ça ensemble, là. Et donc, on se dit que Olivier Carpentier, côté dessin, avait fait un peu cette analyse-là. Il y avait du design de trucs qu'on retrouve au 3e tome que tu avais, j'imagine, un peu pensé d'entrée de jeu, ou au contraire, on est plus dans une relecture où tu places des éléments, tu les notes un peu de côté, puis après ça, tranquillement, tu les intègres au fur et à mesure que tu grandis ton intrigue, que Gauthier grandit l'intrigue. C'est un mélange des deux, parce que, tu sais, on savait qu'on s'en allait. Donc, il y avait des trucs qui étaient prévus. Donc, Ulysse, notre robot principal, Murphy, de son nom d'adoption. Le logo qu'il y a, c'est le logo de la DSC, qui est la faction humaine. Donc, ça, on savait que c'était pour revenir. Donc, c'était prévu, c'était planifié. Il y a d'autres trucs, des fois, ben, qu'on va ajuster au fur et à mesure. Puis, en effet, c'est arrivé à des moments où je me suis dit, ben, j'aurais peut-être pu faire encore plus de clins d'œil à ce qui était pour arriver à partir du tome 3 avec ce qu'on sait des origines. Mais c'est ça. On avait planifié un bout. Il y a d'autres trucs qu'on aurait pu en mettre plus. Mais c'est un mélange. Hein. C'est vraiment hybride là, de planification et d'adaptation au fur que l'histoire évolue. Là. Oui, puis j'imagine que ça vous donne la liberté aussi de dire, ben, tel personnage, tel groupe de personnages, ben, on a envie de les développer un peu plus, donc d'avoir une liberté aussi, puis une agilité pour pas avoir canné 5-6 albums sans avoir même commencé à dessiner, sans avoir même commencé à faire vivre cet univers-là. Des fois, c'est difficile de prédire ce qui va marcher ou ce qui va cliquer peut-être un peu plus aussi. Oui, c'est ça. C'est long. C'est long. Puis tu ne sais pas si l'album va marcher, tu ne sais pas si tu vas continuer. Puis, tu sais, quand je donne des ateliers de BD à des jeunes puis à des moins jeunes, tu sais, je le vois souvent, là, sont embourbés là, dans du world building. Là, puis ça fait 10 ans qu'ils sont sur leur projet. Puis, à un moment donné, arrête, là, écris, dessine, fais-le. T'ajusteras. Tu sais, c'est bon de faire du world building, comme Gauthier disait, tu sais, on triple là-dessus, mais ça peut devenir un piège dans lequel tu feras jamais rien finalement. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut se lancer et il faut y aller.
Oui, puis j'imagine en même temps, c'est de faire évoluer le monde aussi à votre rythme à vous, parce que le Gauthier Langevin et l'Olivier Carpentier qui se sont lancés dans Far Out en 2012, 2013, 2014, et vous deux, aujourd'hui, 6 ans et plus tard, ben, si vous n'êtes pas nécessairement au même point dans la vie, autant au niveau du Non. métier, autant au niveau de votre relation avec cet univers-là. Donc, si c'est trop ancré dans votre jeunesse, ben, j'imagine que l'intérêt de revenir là-dedans est un peu plus d'ouvrir une boîte d'artefacts, de jouets qu'on a mis dans un grenier, plutôt que d'avoir un univers qu'on a encore envie de faire vivre parce qu'il est capable de s'adapter à où on est rendu comme auteur, comme créateur, comme humain. Ça nous permet de... C'est ça, c'est une série qui évolue avec nous aussi. Là, dans le tome 3, on aborde des thèmes qui sont un peu plus poussés. Là, étant donné que l'univers est bien bâti, ça nous permet de jouer plus dedans avec justement là, des thèmes un peu plus compliqués, un peu plus complexes. Ça t'a amené une dimension géopolitique. Un petit peu, tu sais, sans tomber dans les choses trop compliquées, parce que on s'adresse quand même à un public de tous âges. Là. Mais c'est ça, on essaie d'aborder des thèmes comme la colonisation, comme la guerre, à quel point on est toujours condamné à répéter tout le temps le même cycle, justement, là, quand on arrive dans un lieu qui est inconnu. Ouais. Vas-y. Puis visuellement aussi, tu sais, moi, je voulais, tu sais, ça fait 6 ans qu'il est sorti le tome 1, puis je voulais pas me restreindre à ce style-là. Tu sais, les designs des robots, de certains robots ont pu changer, évoluer un peu. Puis même graphiquement, tu sais, entre le tome 1 et le tome 2, j'ai complètement changé de technique. Le tome 1, c'était du gros crayonné avec de la couleur digitale par-dessus. Tome 2, ben là, je suis allé avec de l'ancrage, j'ai mis du lavis. Donc, le feel, le look est différent. Tome 3, Gauthier et moi, on a pris une grosse décision de mettre le ciel bleu. Je pense que c'est quand on a vu Mad Max qu'on a fait comme OK, on veut le ciel bleu avec notre désert. En tout cas, moi, je sais que ça m'avait frappé beaucoup. Puis, tu sais, c'est une décision purement esthétique, mais ça nous permet, en tout cas, moi, ça me permet de garder le plaisir à le faire puis à le dessiner. Parce qu'honnêtement, je serais malheureux d'utiliser les mêmes méthodes de travail que j'utilisais il y a 6 ans, puis de me restreindre à ça. Je trouve que c'est correct qu'un album, qu'une série évolue dans le style aussi. Si on regarde les premiers Lucky Luke, les premiers Astérix, surtout les Lucky Luke, c'est très différent du Lucky Luke qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fixé rapidement le style, mais quand même, on voit qu'il y a eu de l'essai, de l'erreur, de l'amélioration. Donc, oui, puis de voir en fait de comment on peut bonifier un peu les éléments puis faire profiter les lecteurs des années d'expérience que tu as accumulées aussi au niveau du dessin, d'un côté, mais sans nécessairement perdre l'esprit de la série. Puis ça, je pense que vous réussissez à le garder. Je veux dire, on le disait tantôt, on élargit l'univers, mais on garde quand même l'esprit western. Et au niveau visuel, oui, le ciel est bleu, mais le désert est encore là, l'ambiance, l'esprit de la planète est encore là. Et ça devient d'autant important que comme tu nous fais pour la première fois ou presque sortir de cette planète-là aussi. Donc, l'esprit plus chaleureux, si on peut dire la chaleur de cette planète-là, tranche avec les tonalités beaucoup plus froides que tu vas amener quand on est sur les vaisseaux, par exemple, la DSC. Oui, c'était... puis, c'était vraiment important aussi au niveau pour la facilité de lecture, qu'il y ait un clash entre ce qui était présent et ce qui était une scène de flashback. Donc, au niveau des tonalités, ça change beaucoup là, d'une scène à l'autre à ce niveau-là. Puis même quand on est dans le présent, à un moment donné, on se retrouve dans un gros vaisseau de la DSC qui finalement est un univers humain. Bien là, on revient un petit peu vers les tons bleus, mais il y a le côté un peu poussiéreux puis rouillé qui est encore là. On est sur Far Out. Donc, ça a été de trouver une espèce d'équilibre. Parce qu'on fait souvent des flashbacks, puis c'est important aussi de ne pas perdre le lecteur. Donc oui, c'est surtout ça. que les flashbacks ici sont essentiels pour justement construire le monde. Donc, il faut saisir. Parce que nécessairement, j'ai l'impression que le tome 3, c'est le genre de tome aussi après ça. Techniquement, les gens, avant de le lire, ont déjà relu avec le temps qui est passé. On lit le 1, le 2, on tombe sur le 3, puis après ça, on va aller voir des détails, on va aller refeuilleter les 2 premiers aussi pour
pour bien saisir un peu les éléments parce que il y a beaucoup de ces éléments de construction-là, donc c'est important que ça soit très clair au niveau du récit aussi, les jeux d'aller-retour dans le temps qu'on fait. Ouais. J'invite les gens à relire le tome 1 et 2 avant de se lancer dans le 3. D'ailleurs, là, ça pourrait être bénéfique. Puis, mais c'est ça, là, moi, à chaque fois que je finis un album, je me dis c'est le dernier, je ne fais plus. C'est trop long. Mais c'est ça, là, ça revient toujours nous hanter, puis de faire des entrevues comme ça, c'est le fun aussi. Pour ça, ne serait-ce que pour se replonger dans l'univers du récit, puis ça donne envie de continuer à écrire dans cet univers-là. On a toujours des projets à côté, on se dit on va faire un roman, on va faire une autre bande dessinée, mais de voir que les gens sont attachés à cet univers-là aussi, qu'il y a encore des gens qui nous suivent 7 ans après, 8 ans après, c'est quand même c'est non négligeable, puis je pense qu'il faut respecter ça aussi. La science de tout ça, c'est de voir de quelle manière on continue à rester nous-mêmes et à être honnête par rapport à notre projet littéraire dans cet univers-là. De dire, donc, peut-être pour le 4, il va avoir un saut de 50 ans dans le temps. Il va peut-être avoir plus d'influence de d'autres choses qu'on a lues, mais c'est sûr que ça reste un univers qui est qu'on aime beaucoup aborder. Oui, ben en fait, j'ai l'impression qu'il était né un peu de ça aussi. Je veux dire, vous êtes des tripeux de western, les films de Léoné pour un, les BD de western pour l'autre et pour les deux. Donc, c'est un projet qui est né de ce que j'en avais compris à l'époque, d'un trip aussi, l'idée de s'approprier l'univers western, de s'amuser avec les codes, la science-fiction. Donc, si vous perdez un peu ce plaisir-là, puis on le fait par routine ou par obligation, ben, on perd ce qui était l'essence de Far Out pour vous deux, puis nécessairement pour le lecteur, parce que je veux dire, un album qui est fait dans le plaisir, il y a quelque chose d'imperceptible, mais on finit par le sentir, je veux dire. Ouais. Et c'est ça, ça a toujours été pour nous du gros fun, Far Out. Là, on prend ce qu'on aime, on le met ensemble, on crée quelque chose là-dedans. Puis en effet, la journée qui aura plus de plaisir, ben, ça va être la journée qu'on va tirer la plug. Mais dans notre cas, là, je pense que le plaisir est encore là. Puis c'est pour ça aussi, quand je disais je travaillais sur l'album de Juste pour rire, puis j'avais tellement hâte de retourner sur mes robots cowboys. Donc c'est ça, c'est un projet de fun. C'est un projet que Olivier de Design me fait un high five quand il voit ça, de cool, tu fais des robots cowboys, une BD, c'est du gros trip, puis ça, je pense que les lecteurs aussi, ils le sentent, puis c'est pour ça aussi qu'ils trippent avec nous autres, puis qu'ils continuent de nous suivre, puis pendant 5 ans, ils nous demandaient à chaque convention quand est-ce la tombe 3, quand est-ce la tombe 3. Donc c'est ça. Oui, puis il y a quelque chose de le fun, en fait, dans le design, même juste dans l'esprit général de cette série-là, puis dans tes robots, après ça, le peuple extraterrestre qu'on trouve sur Far Out aussi, dans le fond, c'est des créatures que tu as réussi à rendre très expressives. Aussi, en fait, pour les créatures, c'est tel que tel, mais pour les robots, c'est pas évident, j'imagine, de trouver un bon design qui permet justement cette expressivité-là, d'un côté. Puis après ça, de l'autre, comment intégrer le design de ton humaine, qui là est beaucoup plus présente. Elle apparaissait seulement dans quelques planches à la fin du 2. Donc là, elle est au cœur de l'album. Et subitement, en fait, on se retrouve avec une esthétique qui nous rapproche plus aussi de notre réalité à nous. Donc là, on la met en relation avec l'univers que tu avais construit sans cet apport-là. Donc, j'imagine qu'il y a quand même... Comment c'est fait un peu le travail de conception de tout ça, ton travail de casting, dans le fond, d'un peu tout ça? Dès le début, le choix était clair que les robots, fallait qu'il y ait des expressions. C'est de la triche, là. Ils ont la face molle, les yeux qui grandissent, ça tord pour sourire. Puis ça, c'est important parce que ça fait partie du fun, sinon ça aurait été un peu plus austère. Puis sont pas réalistes, sont pas hyper cartoon, mais sont quand même cartoony. Puis j'essayais de donner ce même feel-là, tant au niveau des Lacerta, là, le peuple qui habite déjà la planète, qu'au niveau des humains.
Donc, beaucoup de détails dans les costumes, dans les accessoires, dans les petits détails, mais avec des faces quand même très cartoony, tant pour les robots, les Lacerta, que les humains. Fait que je pense qu'avec ça, il y a un feel visuel là, qui est cohérent, puis que ça s'agence bien ensemble. Là. Puis là, tu rajoutes, dans le fond, l'humain qui doit s'agencer avec ça aussi, dans le fond. Donc, c'est cette fille rousse athlétique, militaire, du moins en uniforme, donc qui arrive un peu là-dedans. Faut qu'elle s'insère sans faire un clash, autant au niveau psychologique, dans le fond, j'ai l'impression, puis autant au niveau esthétique aussi. Oui, il y a quelqu'un d'aventureux quand même. Donc, ça prend quelqu'un avec c'est ça, un sens de l'aventure. Puis, ben, au début, notre modèle, c'était Meg Ryan, en fait. Olivier s'en souvient plus. Oui, mais mais tu sais, plus on en parle, plus ça fit. Là. Le monde a commenté d'ailleurs là-dessus. Puis en regardant les photos, je suis comme, ben ouais. Il y a une influence cachée. Ouais, non, mais c'est quand on travaillait à designer, Gauthier avait suggéré, parce que c'est une technique là, aussi en design d'essayer de trouver un casting humain qui existe. Puis il avait suggéré Meg Ryan. Puis on en a reparlé la semaine passée, puis j'ai complètement oublié ça. Puis quand tu vois des photos puis le dessin, je dis ah ben finalement il l'a pas halluciné, c'est probablement moi qui ai un trou de mémoire. Puis elle aussi qui amène avec un petit côté un peu cartoon, expressif, mais avec un ancrage quand même plus réaliste, un peu côté de... En fait, du moins qui réfère à un réalisme qu'on connaît, parce que dans le fond, tes autres personnages aussi, il faut qu'ils soient réalistes, il faut qu'il y ait un mouvement, une approche qui se tienne, mais on a plus de références pour comprendre, pour analyser le mouvement, l'esprit, le faciès d'un personnage humain, par exemple, que tu intègres. Les cheveux courts aussi, c'était pour ça. Ça permet d'être plus expressif, on focus plus sur le visage, on s'identifie plus aussi à des visages où il y a moins d'informations. Donc, je pense que tout ça a joué dans la conception de Valentine. Le design, c'est quelque chose qui intéresse Olivier et moi aussi là, beaucoup. Là, je pense que c'est pour ça aussi l'intérêt pour le lore, pour le world building. C'est des éléments de design aussi, là, de faire du sens avec beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement desquelles le public n'est pas nécessairement familier. Puis en même temps, ben, on parlait beaucoup de renouvellement aussi dans tout ça, ben, nécessairement, à travers Valentine, on amène aussi beaucoup ce renouvellement-là, ce nouveau type de personnage. Elle amène une nouvelle esthétique, elle amène des nouveaux sujets, elle amène une opportunité de développer la mythologie. Donc, c'est aussi, elle, je dirais pas le nouveau souffle, mais presque dans la série, après avoir comme exploré vraiment l'ambiance western dans les deux premiers, de la garder, mais d'ajouter cette dimension-là. Donc, ça suit un peu la volonté de poursuivre l'évolution de cette série-là, dans le fond. Oui, ben on n'avait pas nécessairement, on n'avait pas le besoin, on aurait pu rester avec les personnages robotiques là, dans l'univers de Far Out, mais on avait quand même, on voulait lier ça avec la planète Terre, on voulait lier ça dans le temps aussi. On avait besoin absolument d'un personnage féminin, d'un personnage humain pour venir expliquer tout ça. Et puis après ça, ben, il y a le... Non, c'est ça. Il y a cet aspect-là était important pour nous là, de venir lier tout ça avec un personnage humain. Ça donne plus de profondeur, parce que en effet, on aurait pu juste continuer avec des robots cowboys sans donner trop d'explications. Puis, tu sais, ça aurait pu fonctionner. On aurait pu faire une histoire. Ça aurait peut-être été plus goofy. Mais d'introduire ce personnage-là, ben là, ça vient donner un peu plus j'ai quasiment envie de dire, de sérieux ou de profondeur à l'univers dans lequel l'histoire évolue. Mais évidemment, on aurait pu faire une BD sans elle. Évidemment, on découvre... oui, enfin, après avoir lu le tome 3, ça serait bizarre. Oui, non, c'est ça. Ben,
il n'y a plus de retour en arrière. Là. Et on invite les gens à découvrir justement comment la série a évolué, évidemment, en retournant vers le tome 1, le tome 2 et ensuite le tome 3, donc pour replonger dans cette série Far Out. Et en terminant, dans le fond, est-ce qu'on a déjà un échéancier pour l'éventuel tome 4? La porte est ouverte quand même à ça. Est-ce qu'on se dit dans 5 ans éventuellement ou au contraire un peu plus court terme? C'est Olivier qui va décider de ça. Ben, c'est tout le temps... on ne se fait pas de cachette. L'enjeu est tout le temps financier. Donc là, tu sais, bon, j'ai mon emploi dont j'ai besoin. J'ai quelques petits contrats là, d'albums jeunesse plus courts. Mais c'est ça, c'est un enjeu financier, que ce soit par du sociofinancement, que ce soit par peut-être un jour, je vais réussir à avoir une subvention. Ben là, à ce moment-là, il y aura possibilité d'avoir un rythme de production plus soutenu. Mais je peux pas continuer de faire du 80 heures semaine là, jusqu'à ma mort, là, parce qu'elle va arriver vite. Donc, on se dit éventuellement. Éventuellement, mais il va en avoir un. Alors, d'ici là, comme je le disais tantôt, on a 3 tomes à se mettre sous les dents. Gauthier Langevin, scénariste, Olivier Carpentier, dessinateur. Merci beaucoup à vous deux. Merci Raymond.